très contente qu'on soit tous réunis aujourd'hui pour cette conférence sur un sujet du coup qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler des problématiques liées à l'extraction des métaux et du coup la raison pour laquelle nous on a choisi le recyclage. Cette conférence elle est organisée par Or du Monde, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Or du Monde est une joaillerie éthique, pionnière sur ces questions puisqu'on est les premiers joailliers français à avoir certifié la provenance éthique de nos diamants et de nos gemmes. Puisqu'on travaille tous nos bijoux à la main dans notre atelier parisien en circuit court et qu'on a fait le choix dès nos débuts, et c'est un peu la raison qui nous amène ici aujourd'hui, de travailler exclusivement avec des métaux recyclés, de l'argent, du platine, de l'or. Voilà, c'est un sujet qui est très vaste et très complexe, donc pour nous en parler aujourd'hui, on a fait appel à une personnalité qu'on apprécie tout particulièrement, à la fois pour son expertise qui est très pointue, pour la clarté de ses propos. Aurore Stéphan, ingénieure géologue au sein de l'association Systex. Merci Aurore d'être avec nous. Association Systex, donc tu me dis si je me trompe, système extractif et environnement. Parfait. Qui regroupe des professionnels en activité ayant pour intérêt commun les systèmes extractifs, en particulier miniers, et qui ont les compétences pour s'approprier les problématiques techniques liées à ces activités. Je ne me suis pas trompée. Parfait. Très bien. Voilà, l'extraction des métaux, c'est une des activités les plus polluantes au monde, l'extraction aurifère en ce qui nous concerne. Elle a un impact absolument colossal à la fois sur les femmes et les hommes qui participent à son extraction, mais aussi sur la nature. Et c'est à l'heure du réchauffement climatique, c'est extrêmement préoccupant. Et finalement, c'est un sujet dont on ne parle pas, qui n'est pas présent dans le débat public. C'est pour cette raison qu'on a voulu aujourd'hui organiser cette conférence pour faire émerger cette question et faire en sorte qu'elle soit liée davantage au domaine de la joaillerie. Voilà, mais Aurore va vous en parler à mon avis beaucoup mieux que moi, donc je vais arrêter. Je vous remercie pour votre écoute. Aurore, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux enjeux environnementaux associés à l'exploitation de l'or. Je vais quand même introduire dans un premier temps la question des métaux précieux, mais on va polariser beaucoup sur l'or. Dans un premier temps, je vais vous expliquer, voilà, il y aura 4 grandes parties dans cette présentation. On va s'intéresser aux principales caractéristiques des métaux précieux, qui sont un groupe de 8 métaux, sur lesquels on entend souvent beaucoup de choses, parfois qui sont fausses. Donc l'objectif est un petit peu de remettre l'église au centre du village sur ces questions. Et ensuite, on va parler de 2 choses. Je vais vous expliquer comment, en fait, on va récupérer le métal qui est à l'intérieur des gisements et pourquoi on va avoir des risques environnementaux qui vont être associés à ces activités d'extraction. Pareil, on a souvent en tête que l'exploitation minière se résume à des gros camions dans des grands trous creusés dans la terre. En fait, ça va bien au-delà. Et ensuite, je dresserai quelques perspectives au regard des filières aurifères et de leurs enjeux. Donc, tout d'abord, voilà. Alors, excusez-nous si c'est pas très visible, mais je vais vous en expliquer les fondamentaux. Vous avez ici le fameux tableau de Mendeleïev. Donc, c'est un tableau qui regroupe tous les éléments chimiques connus. Bon, j'ai chanté une ligne, mais c'est pas grave. Et vous avez au centre, en jaune, les 8 métaux dits métaux précieux. Les plus connus sont l'or et l'argent. Margot en a parlé ensuite, il y a le platine. Et le platine, en fait, fait partie d'un groupe qu'on appelle les platinoïdes. Il y en a donc 6 à l'intérieur. Platine et son petit frère, le palladium. Le rhodium, que certains connaissent aussi dans le domaine de la joaillerie. Le ruthénium. Et ensuite, l'iridium et l'osmium qui sont moins connus. Ces 6 métaux, en fait, on les appelle... Alors, c'est une catégorisation qui est reprise par l'International Resource Panel, donc un organisme qui est rattaché au programme des Nations Unies pour l'environnement. Globalement, ils sont définis comme étant réservés à certains usages spécifiques, notamment pour la joaillerie, et on met en évidence leur haute valeur. Voilà, c'est une catégorisation. On dit, voilà, ces 8 métaux-là, ils ont ces caractéristiques principales. À droite, c'est pas très visible, mais vous avez un diagramme sur lequel, en fait, vous voyez l'apparition dans les usages historiques depuis l'Antiquité tout en bas jusqu'à 1940 tout en haut. Et ce qui est intéressant, c'est que l'or et l'argent sont connus depuis l'Antiquité, le platine depuis le Moyen-Âge. Par contre, l'iridium, l'osmium, le ruthénium, alors l'osmium, c'est tournant du XXe siècle, et puis les 4 derniers, c'est plutôt à partir de 1940.
Donc en fait, globalement, dans les métaux précieux, on a l'or et l'argent qui sont connus historiquement et qui ont été exploités historiquement, et les platinoïdes qui sont moins connus. C'est aussi lié à leur forme, c'est-à-dire qu'en fait, l'or et l'argent peuvent se trouver, on en reparlera tout à l'heure, sous forme native, c'est-à-dire qu'on va trouver le métal en tant que tel, visible et facilement accessible, ce qui justifie le fait que historiquement, l'or et l'argent aient fait partie des substances qui étaient les premières à avoir été exploitées. Et alors, au niveau des principales caractéristiques, globalement, ce qu'il faut retenir, j'ai cherché ici les principales propriétés, c'est-à-dire ce qui fait de ces métaux-là des métaux extraordinaires ou spécifiques par rapport aux autres. Ce qui caractérise l'or et de très loin, c'est le fait que ce soit le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux. Voilà, c'est sa grande caractéristique. Il est bon conducteur de l'électricité, mais il l'est beaucoup moins, par exemple, que le cuivre, et de la chaleur, mais il est beaucoup moins, par exemple, que le cuivre ou l'argent. Au niveau des usages que vous voyez ici, donc en fait, vous avez 55%, ce sont des données de 2021, 55% de l'or est utilisé dans la joaillerie, donc ça, ce sont les statistiques mondiales. Vous avez ensuite à peu près un quart qui est réservé aux investissements, donc au système bancaire. Vous avez à peu près 12% qui est en réserve de banque centrale. Et enfin, vous n'avez que 8%, in fine, qui rentrera dans les usages dits industriels, parmi lesquels on compte notamment le dentaire, le médical, l'ornement et aussi l'électronique. Vous voyez, le gros de l'usage de l'or, finalement, 92%, c'est loin des usages que l'on connaît ou sur lesquels on peut se projeter en se disant, tiens, dans un téléphone ou autre. En fait, c'est une image d'Épinal qu'on a. S'agissant de l'argent, c'est le métal qui possède les plus grandes propriétés, enfin les meilleures capacités de conduction de la chaleur et de l'électricité. C'est également le métal qui réfléchit le mieux la lumière. C'est pour ça que pendant très longtemps, on l'a utilisé pour la fabrication, on continue d'ailleurs à l'utiliser pour la fabrication des miroirs, pour sa capacité de réflexion de la lumière. Ici, les proportions diffèrent un tout petit peu, un peu plus de 50%. Cette fois-ci, sont dans les usages industriels. Donc, en électricité, en électronique, en photovoltaïque, en brasure, c'est-à-dire c'est les petits points dits de soudure qu'on met là, vous savez, sur les cartes électroniques. Et puis en photographie. Vous avez quand même 27% qui est dans les investissements, 17% dans la joaillerie et le reste dans l'argenterie, 4%. Enfin, le platine. Alors là, j'ai mis les platinoïdes et le diagramme ne concerne que les usages du platine. Ce sont des métaux qui sont les plus denses connus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, il y en a 3 qui sont les plus denses. C'est le platine, l'osmium et l'iridium. On parle des platinoïdes lourds parfois pour cette raison. Et ils ont des propriétés catalytiques exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent favoriser une réaction quand on les met en contact. C'est pour ça que la plus grosse utilisation des platinoïdes, c'est pas du tout la joaillerie, c'est la catalyse automobile. C'est-à-dire qu'en fait, on les met au niveau des systèmes de traitement des fumées pour justement limiter la pollution par une réaction. Donc, c'est pour ça que vous avez ici, donc je me permets de me rapprocher, vous avez ici plus de à peu près 35% rien que pour le platine qui est utilisé dans la catalyse automobile et 22% qui est utilisé dans la joaillerie. Le reste des usages étant dans la chimie, la verrerie et d'autres, d'autres usages. Donc, hop, décidément, voilà. Alors, ça, c'était pour un peu les généralités sur les métaux précieux. Donc, on le dit souvent à Systex parce qu'on a aussi des images d'Épinal sur les quantités. Donc, je le dis, je le répète, je vais le dire à toutes mes conférences pour les 25 prochaines années. Les métaux sont rares. C'est une généralité absolue. 5 font exception dans tous les métaux. Donc, tous les métaux que vous avez vus précédemment, là, sur le tableau de Mendeleïev, il y a 5 qui font exception, que sont le fer, l'aluminium, le titane, le manganèse et le magnésium. À part ces 5-là, ils sont généralement rares. Ce qui fait qu'on a eu un espèce de sentiment d'abondance en croyant qu'on avait plein de métaux, un peu comme les hydrocarbures. Si vous voulez, c'est complètement faux. Les métaux sont rares. Et vous avez donc du coup à droite des teneurs, c'est-à-dire la concentration de métal dans les gisements exploités. Je vous les ai mis par groupe. Vous avez tout en haut du panier les métaux les moins rares, ceux que j'ai listés précédemment, notamment le fer ou l'aluminium. Dans un gisement, vous pouvez avoir, allez, on va dire à peu près 30% de votre gisement, de la zone que vous allez exploiter, qui va être le métal d'intérêt. Quand vous commencez à aller dans les métaux qui sont assez connus, alors notamment les terres rares qui sont très abondantes, c'est 5 à 10% dans les gisements, c'est vraiment très riche. Le nickel, le cuivre, on est à 0,3 à 2%, c'est les teneurs en exploitation actuellement. Vous avez le cobalt, 0,01 à 1%. Et vous avez l'uranium 0,1 à 0,3. Donc ça, c'est les teneurs d'exploitation. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas l'uranium, le cuivre ou le cobalt sera donc, on est d'accord, jeté.
Et dans ce monde-là, vous avez en bas les 3 métaux qui nous intéressent, en fait en l'occurrence les 8. L'argent, on est de 10 à 1000 grammes par tonne. Ça, c'est les teneurs qu'on exploite. Les platinoïdes, donc platinoïdes tout compris, hein, donc le groupe D6, parce qu'en fait le groupe D6 c'est souvent ensemble. C'est très rare d'avoir un gisement où vous n'avez que du platine ou que du palladium. En général, si vous avez du platine, vous avez un peu de palladium et vous avez tous les petits copains. Et donc là, on est à 5 à 15 grammes par tonne. Et pour l'or, on est de 0,5 à 20 grammes par tonne, sachant qu'on s'accorde pour dire que sur les 400 gisements d'or qui sont actuellement en exploitation dans le monde, on est autour d'une teneur de 1 gramme par tonne. C'est le chiffre qu'on retient en général. Donc, quand dans les médias, la prochaine fois que vous ouvrez un journal ou vous regardez une vidéo et qu'on vous parle des métaux rares qui sont nécessaires à la transition, vous constaterez quand même qu'on ne vous parle jamais des plus rares, c'est-à-dire l'or, l'argent et les platinoïdes. C'est eux, en l'occurrence, qui font partie des plus rares métaux sur la planète. Mais on n'en parle pas parce qu'on les exploite massivement et qu'il y a des enjeux économiques qui sont majeurs derrière. Alors, ces teneurs qui sont très faibles, alors malheureusement on voit pas trop bien sur les photos, je m'en excuse, mais en fait il faut se rappeler du coup ce qu'est un minerai, parce qu'on a des images d'Épinal, un peu comme, alors souvent je dis soit les 7 nains, soit le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui connaissent le Hobbit, vous avez premier épisode de Hobbit, moi je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, je l'avoue. Et alors vous avez une grande image, vous voyez, vous savez dans le tout premier volet du Hobbit, vous avez ces mineurs qui vont trouver l'Arkenstone, pour ceux qui connaissent, et ils vont arriver, vous avez des parements énormes d'or et de pierres, et vous les voyez, en fait, ils prennent le métal pur et les pierres pures, etc. Alors, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Oula, non, ça marche que dans le Seigneur des Anneaux, ça. Donc, en fait, un minerai, ce que nous, on exploite, enfin, ce que les gens exploitent dans les gisements, c'est un ensemble de petits cristaux les uns contre les autres. Donc, un ensemble de minéraux, vous voyez. Et donc, en fait, chaque petit grain, vous aurez des grains différents et ces petits grains, il y aura certains grains qui vont contenir le métal qui vous intéresse. Donc en fait, les métaux, ils sont pas en général sous forme pure. Alors vous avez des cas, hein. Vous avez du métal, vous avez des petites pépites d'or, par exemple, des petits parements d'argent pur, un petit peu de platine. Parfois c'est rare, mais on a aussi un petit peu de platine natif. Mais en l'occurrence, dans les gisements, en fait, par exemple l'or, où on va prendre par exemple le cuivre, c'est le plus facile, il va s'associer avec d'autres atomes. Donc le cuivre va s'associer avec l'oxygène ou avec le soufre, ça va faire un petit minéral, un petit grain brillant. Et puis il va y avoir d'autres grains comme ça. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est déjà le grain qui contient le cuivre. Vous voyez ? Donc on va pas aller chercher du cuivre, on va aller chercher un oxyde de cuivre, un sulfure de cuivre, un carbonate de cuivre. Mais on n'ira jamais chercher du cuivre, quoi. Le cuivre pur, natif, on en a de très rares cas, mais ce sont un peu des exceptions géologiques. Donc ça, c'est du point de vue des teneurs. Alors après, on va rentrer dans le détail, puis après, j'arrête de vous embêter sur les formes, mais c'est pour vraiment bien vous faire comprendre. Je vais vous donner cet exemple sur l'or, mais c'est aussi valable pour l'argent et c'est aussi valable pour les platinoïdes. Donc, en gros, à droite, vous voyez, vous avez la belle pépite. Donc, des belles pépites. Puis après, vous rentrez à l'intérieur du minerai, vous commencez à avoir des petits filonnets. Puis plus vous allez à gauche, plus vous trouvez des tout petits grains. Voyez, jusqu'à une taille qui va être, on va dire, à tout petit peu après 75 microns. Vous voyez, là, j'ai une séparation, je me permets ici, vous voyez, hop, ici, il y a la petite loupe avec les tout petits points. Et là, je suis à 75 micromètres, donc 75 millièmes de millimètre. Là, dans ce monde-là, on est dans ce qu'on appelle l'or libre. C'est-à-dire que l'or va se présenter sous forme c'est des atomes d'or sur des atomes d'or sur des atomes d'or. Vous voyez, vous n'avez pas d'oxygène, de cuivre, de machin, de rien du tout. Vous avez or plus or plus or plus or. Ces petites paillettes, à un moment donné, elles sont tellement fines, donc inférieures à 75 en général microns, donc millième de millimètre. À un moment donné, elles sont tellement fines qu'on les voit plus. Vous voyez, enfin, si vous me dites, si à l'œil nu, vous voyez du 75 millième de millimètre, moi personnellement, même si je suis pas stigmate, mais enfin quand même quoi. Non, on dit hypermétrope pour les gens qui voient pas bien. C'est ça. Excusez-moi pour. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'or libre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'or, vous voyez, libre, c'est parce qu'on peut le libérer. On peut le sortir de là. Si vous broyez finement la roche et que vous prenez des tout petits doigts, comme les miens, parce que j'ai des petites mains, vous séparez le grain d'or, le grain de roche, le grain d'or, le grain de roche. Ok, on fait comme ça. Le deuxième monde, ce qu'on appelle l'or lié. Cette fois-ci, l'or, il est plus atome d'or plus atome d'or plus atome d'or, font une toute petite pépite d'or. L'or va être à l'intérieur, à l'échelle atomique d'un minéral. Et ça, c'est ce qu'on exploite énormément actuellement. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous avez un minéral, donc par exemple un sulfure de fer et de cuivre, ou un sulfure de fer. Donc vous avez déjà un minéral, un petit grain qui contient fer, soufre, ou fer, cuivre, soufre, fer, cuivre, soufre, fer, cuivre, soufre. Et à l'intérieur, de temps en temps, plutôt qu'à d'avoir un atome de cuivre ou de fer, vous allez avoir un atome d'or.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'or lié. Vous avez aussi des associations. Donc, par exemple, or tellure, or bismuth, peu importe, or argent bismuth, voilà. Or antimoine aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'or lié. Et il faut vraiment que vous gardiez ça en tête parce que ça va vous expliquer comment ça se passe aujourd'hui l'exploitation industrielle de l'or. Si vous avez ce schéma or lié, or libre, vous comprendrez toute la suite. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez à 75 microns, vous avez ici la possibilité de broyer, c'est-à-dire que à partir de 75 microns, on va être obligé de broyer la roche pour récupérer l'or. Même si l'or est libre, il faut quand même broyer finement la roche. Et vous avez quelque chose ici qui est amalgamation sur l'or libre. Et je vais en reparler tout à l'heure, mais gardez ça. C'est-à-dire que l'amalgamation, le fait de traiter l'or avec du mercure, c'est pour ce qu'on appelle l'or libre. Et ça va être très important pour la suite. Alors, une fois qu'on a compris qu'en fait l'or, il était avec soit à l'intérieur de minéraux, soit sous forme de toutes petites paillettes à l'intérieur du minerai, forcément, on a dit qu'il y avait plein d'autres éléments. Et donc ça va être important pour la suite parce que du coup, l'or n'est pas tout seul. Puisqu'on a dit, il y a plein de petits grains et plein d'éléments. Et en général, c'est vrai que les gisements d'or se caractérisent, et les gisements de métaux précieux en général. Mais ceux d'or en particulier se caractérisent, ils ont plein d'éléments associés. Beaucoup d'éléments associés. Et parmi ces éléments associés, donc là, vous avez l'or, ici, et vous avez, alors on les voit pas très bien ici, mais je vais vous donner la liste, hein. Donc il y a mercure, arsenic, barium, zinc, cuivre, antimoine, uranium et argent. En fait, ce sont des éléments qui vont être dans les autres petits minéraux, vous voyez, qui sont autour, quoi. Donc qui sont naturellement présents dans le gisement. Ils sont là. Si vous sortez la roche pour extraire l'or, vous allez donc sortir ces éléments. Les mines d'or, par contre, par exemple, sont très connues pour être de gros producteurs d'arsenic et de mercure. Elles, c'est dans le gisement, c'est pas elles qui vont exploiter ça, c'est des gros producteurs d'arsenic et de mercure parce que l'arsenic et le mercure sont à côté des petits grains qui contiennent l'or. Est-ce que là, ça va pour l'instant? Et donc, du coup, vous avez la même chose pour le platine. Alors, vous avez la même chose pour tous les éléments, hein. Vous le voyez, hein, là, il y a le cuivre, le zinc, etc. Et donc, pareil, du coup, on a une image en disant une mine d'or. Donc, déjà, on a compris que ça contenait pas que de l'or, ça contient de l'or et plein d'autres éléments. Et en pareil, on a une image d'épinal parce qu'en fait, on pense que les métaux, on n'a que des mines de. Donc souvent, quand je fais des interventions sur le numérique, je dis par exemple, il n'y a pas de mine de gallium ou il n'y a pas de mine d'indium. Ben, c'est un petit peu pareil pour les métaux précieux. Un tiers de l'or qui est produit par les mines du monde, c'est pas des mines d'or, en l'occurrence. C'est principalement des mines de cuivre, de plomb ou de zinc qui contiennent de l'or. Vous voyez, donc déjà, on a un tiers de notre production mondiale, c'est pas des mines d'or. Déjà. C'est la même chose et c'est particulièrement vrai pour l'argent. Parce que l'argent, c'est un élément qui aime bien les autres éléments. Donc, typiquement, pour l'argent, un tiers de la production mondiale, ça vient des mines de plomb-zinc. Donc, c'est pas des mines d'argent. C'est des mines de plomb-zinc et on va récupérer l'argent à la fin du processus de traitement. Et puis, pour les platinoïdes, c'est principalement des gisements à cuivre et nickel. Alors, je dis principalement parce que j'arrive pas à trouver de statistiques stabilisées. Donc, je veux pas annoncer de chiffres sur les platinoïdes. Donc, en fait, vous voyez, forcément que du coup, on se doute que déjà les gisements d'or, d'argent ou de platinoïdes ont déjà un cortège d'éléments associés, mais en plus souvent ils proviennent eux-mêmes d'autres mines, de mines de cuivre, de mines de plomb, de mines de zinc. C'est pour ça que souvent les anciennes mines d'argent qui ont été exploitées historiquement, elles sont très polluantes encore aujourd'hui, hein, même si elles ont 2000 ans, elles polluent toujours. Et ces mines-là, souvent, elles sont associées à beaucoup de plomb. Bah oui, parce qu'en fait, c'est des gisements en général où il y avait énormément de plomb. C'est pas du tout étonnant. Donc, je me suis intéressée plutôt pour vous donner quelques chiffres à la production de l'or pour que vous ayez simplement des grandes idées et sortir d'une image d'épinal. Sur l'or, on a souvent, enfin moi, vous tapez or, or impact environnementaux, vous allez tomber sur des photos du Burkina Faso, éventuellement de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et on va polariser en disant, là c'est la catastrophe. Voilà. Alors, en l'occurrence, les premiers producteurs, je les prends dans l'ordre avec vous, ok? Premier producteur mondial d'or, c'est la Chine. Le deuxième, c'est la Russie. Le troisième, c'est l'Australie. Le quatrième, c'est le Canada. Et le cinquième, c'est les États-Unis. On va déjà remettre, encore une fois, hein, l'église au centre du village. Pour le coup, les grands producteurs, parmi les grands producteurs, c'est 4-5 grands pays développés. On s'entend. Et effectivement, vous voyez un petit peu l'Amérique latine qui se dessine. Un petit peu, donc, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et voilà tout. Et vous avez en marron, alors c'est à peine visible, mais vous voyez les petits points là en marron. Je vous ai mis aussi la carte des plus grands gisements mondiaux en production annuelle. Donc, vous voyez, c'est pareil. Vous avez le deuxième plus grand gisement mondial. Ça s'appelle Murunto. Et lui, en l'occurrence, il est en Ouzbékistan. Donc voilà. Le premier, du coup, que je ne vois pas ici, voilà, ici, hop.
Ici, ce sont les grandes mines du Nevada. C'est elles qui produisent le plus chaque année en millions d'onces en or. Donc ça vous montre, cette carte elle est intéressante. Pourquoi? Parce que ça vous montre que non, l'exploitation de l'or n'est pas concentrée sur le continent africain. Et non, il n'y a pas de concentration, c'est-à-dire il n'y a pas de pays qui ont le monopole. Vous voyez? Alors bien que la Chine produise à elle seule aux environs de, si ma mémoire est bonne, entre 300 et 350 tonnes annuelles. Donc c'est beaucoup, c'est 1/10 de la production mondiale, donc c'est un gros producteur. Mais vous voyez, on a une répartition géographique qui est plutôt, on va dire, il y a une forme de répartition géographique, une bonne distribution. Contrairement à d'autres métaux, il y a une forte polarisation. C'est-à-dire que vous avez que quelques pays qui détiennent les gisements qui permettent d'obtenir ces substances. Et autre chose aussi sur l'or, c'est que on a une impression, en fait, comme on sait que l'or est exploité depuis l'Antiquité, on a l'impression, en fait, que l'or est une vieille substance. Vous voyez, qu'on a toujours un peu exploité de façon continue tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est absolument faux. Actuellement, le World Gold Council, donc qui est la grande instance sur l'or à l'échelle internationale, elle estime qu'on a exploité à peu près 205 000 tonnes d'or. Ça, c'est ce qu'on en total actuellement. Ça, c'est les chiffres de 2021. Cette quantité d'or, les 2/3, c'est toujours le World Gold Council, on les a produits ces 50 dernières années. Les 2/3, ces 50 dernières années. Donc l'accélération de la production de l'or est un phénomène récent à l'échelle, bien sûr, de l'humanité. Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est comme le métal or est très dense et qu'on en produit certes beaucoup, mais il est quand même assez dense. Eh bien, en fait, on se rend compte que les 205 000 tonnes, donc tout l'or qu'on a produit depuis le début de l'humanité, tiennent dans un cube de 22 mètres de côté. Pour ceux qui connaissent Paris, vous pouvez comparer avec l'Arc de Triomphe. Tout l'or du monde qui a été produit depuis le début de notre histoire tient dans un cube de 22 mètres de côté. Alors, gardez ces chiffres en tête quand je vais vous montrer les impacts de l'exploitation. Et c'est important d'avoir en tête aussi que 1/3 de cette production, donc de tout l'or qu'on a produit, viennent d'un pays. Donc il y a bien eu historiquement un phénomène de concentration. C'est une zone qui est au cœur de l'Afrique du Sud, qui s'appelle le Witwatersrand. Et l'Afrique du Sud a été ainsi le premier producteur mondial d'or pendant 102 années consécutives, jusqu'en 2007, où elle a été dépassée par la Chine. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'Afrique du Sud est le 10e producteur d'or mondial. Mais historiquement, c'était le premier producteur. Et puis vous voyez, ça a duré pendant 102 années. Est-ce que ça va pour l'instant, pour la mise en place des métaux? C'est bon? Super. Alors, du coup, maintenant, je vais vous expliquer le processus de récupération. Parce que du coup, on a compris que c'était des toutes petites particules, voire sous forme d'atomes, et qu'il va falloir aller récupérer ça pour en faire du métal pur. Donc, ça va être long et puis ça va être compliqué. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va extraire. Déjà, il faut sortir le minerai du sous-sol. C'est la première étape. Vous vous souvenez, teneur d'exploitation actuellement 0,5 à 20 grammes par tonne. Donc nous, ce qu'on va sortir, alors la zute de crotte, on ne voit pas, mais si vous, voilà, moi je vous le dis, vous me faites confiance sur parole. Alors, en l'occurrence, à l'intérieur ici, si on regardait de près, vous verriez des tout petits minéraux dorés. Bon, c'est pas de l'or, c'est un sulfure de fer ou des sulfures de fer et de cuivre, avec de l'or à l'intérieur, si vous voulez, sous forme atomique. Donc ça, c'est la mine de Rosalia en Slovaquie. Donc ça, c'est ce qu'on va aller récupérer. Donc déjà, première étape, faut extraire ça. Donc toutes les zones où il y a le plus de petits sulfures de fer et de cuivre. Première étape. Ensuite, on va en faire un concentré. Là, vous avez une méthode de concentration qu'on appelle la flottation. C'est-à-dire qu'en fait, on va broyer très très finement la roche. Et pour séparer les grains qui nous intéressent des grains qui nous intéressent pas, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va schématiquement, on va mettre une couche d'huile autour des grains qui vous intéressent, c'est schématique. Donc ceux qui vous intéressent, et en fait on va les faire flotter globalement, parce que ceux qui ont de la graisse autour d'eux, ils sont rendus hydrophobes, ils aiment pas l'eau, et donc ils vont monter. Donc ça c'est une technique de séparation. Forcément, faut broyer très 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 finement, sinon le grain il est trop lourd, il monte pas, même s'il a de l'huile autour. Une fois qu'on va faire ça, alors dans le domaine de l'or c'est assez compliqué. Il y a plein de méthodes, je vous l'explique, je détaillerai un tout petit peu plus après, mais globalement, la concentration, c'est juste, je sais pas, les grains qui m'intéressent, des grains qui m'intéressent pas. Le quartz, les grains de carbonate, la silice, etc., tout ça, ça ne m'intéresse pas, donc je ne le prends pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Ce schéma-là, il est valable pour tous les métaux, quasiment. Enfin, avec des étapes plus ou moins développées, mais vous prenez tous les métaux, c'est le même schéma, vous pouvez le garder. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a les grains qui nous intéressent, on fait ce qu'on appelle l'extraction chimique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un grain, pour l'instant, on n'a toujours pas du métal, donc il faut séparer les atomes qui nous intéressent des atomes qui nous intéressent pas.
Donc là, en l'occurrence, elle séparait les atomes d'or des autres atomes, des grains qu'on a appelé notre concentré, quoi. C'est ce qu'on appelle l'extraction chimique. À l'issue de ça, en général, donc c'est par hydrométallurgie, on en reparlera, on parle beaucoup des cyanures notamment, on va en reparler juste après. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va fondre ce qu'on obtient. Je vous le fais schématiquement, puis je vais pas rentrer dans les détails de tout le processus de cyanuration parce que vous allez me détester, parce que vous allez vous ennuyer. En plus, c'est le matin, tout le monde a envie de dormir, enfin c'est compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais en gros, sachez qu'on va réussir à extraire ça, le fondre, et on va obtenir ce qu'on appelle un doré, qui en général a une teneur de 90 à 95% en or. Mais c'est toujours pas 100% or, on est d'accord? Donc ensuite, ça repart, et c'est la dernière étape qu'on appelle le raffinage. Cette étape-là, c'est l'objectif, c'est d'enlever les impuretés. Vous voyez, le doré, là, c'est un lingot, mais qui est pas très beau. Enfin voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les impuretés. Alors sachez que dans le domaine de l'or, les impuretés en général, c'est de l'argent, du platine et des choses comme ça. Donc c'est des impuretés qui sont très intéressantes, économiquement parlant. Et on va obtenir à la fin un lingot, donc qui va avoir une concentration qui est entre 99,50 et 99,99. Et après, vous allez faire partir ça partout, et puis on va se retrouver avec des billes, des fils. Dans le domaine de la joaillerie, je sais que vous travaillez avec plein de choses, des plaques, enfin voilà. Ok? Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, c'est valable tout le temps, pour tous les métaux, hein, à quelques exceptions près. Donc forcément, ce long processus va demander beaucoup d'eau, parce que là, vous l'avez vu sur la figure précédente, il y a de l'eau là, hein. Ça, c'est le premier poste qui se consomme de l'eau dans la mine, c'est la concentration. C'est 70% de l'eau qu'on utilise, c'est à ce poste-là. Donc, parce qu'on ne sépare pas en voie sèche, vous voyez, il faut séparer avec de l'eau. Donc, en termes, nous, on a regardé, alors on a fait ce qu'on a pu, parce que malheureusement, les données sont compliquées, parce que les mines diffèrent, les fonctionnements diffèrent. C'est toujours un peu compliqué d'avoir des données là-dessus. Mais globalement, ce que nous, on avait réussi à mettre en évidence comme ordre de grandeur, donc on avait pris une mine moyenne d'or. Donc c'était une mine qui était riche, on était à 3,9 grammes par tonne, qui produisait une quantité certaine d'or par an, hein, c'était autour de 15,9 de mémoire tonnes par an, donc c'est une mine moyenne, c'est pas une grande mine, pas une petite mine. Donc en termes d'électricité par an, cette mine moyenne, elle consommait autant d'électricité que 31 000 foyers français. En termes d'énergie fossile, elle consommait autant que 3000 voitures en France. Et en termes de gaz à effet de serre, elle rejetait autant que 190 000 voitures en France pendant un an. Tout ça, c'est pendant un an, hein. On a comparé production annuelle par rapport à consommation, enfin, production, on va dire, française, quoi. Donc, c'est pour vous montrer les ordres de grandeur. C'est extrêmement énergivore. Et c'est énergivore pour une raison simple, c'est cette partie-là en fait. Elle concentre l'utilisation de l'eau et elle concentre l'utilisation de l'énergie et en particulier pour la question du broyage. C'est le broyage qui demande énormément d'énergie. Donc ça, c'est à avoir en tête. Et donc du coup, hop. Alors, on pense toujours à l'exploitation parce qu'en fait, on a surtout cette image-là. Vous voyez, surtout le schéma. La première étape, vous voyez, c'était que la première étape, hein, l'exploitation. En fait, souvent, les gens se polarisent sur l'exploitation en disant ça consomme beaucoup. Même sur certains gisements, en général, même les hydrocarbures qui sont consommés par les camions, qui passent toute leur journée à tourner, c'est même pas la plus grosse consommation énergétique. Parce que, comme je vous le disais, c'est le broyage qui va prendre le relais après. Alors, on va se mettre tous d'accord là pour pas confondre les termes parce que pareil, je lis beaucoup de choses qui sont pas vraies du tout. Donc, on va arrêter de dire des bêtises. Alors, le type de gisement, effectivement, on a souvent tendance à confondre ou à mettre dans le même panier primaire et alluvionnaire. Donc, le primaire, ce qui est en roche, hein, c'est-à-dire que vous avez un gisement, il faut dynamiter, il faut prendre un peu comme vous le voyez là avec des opérations de dynamitage dans une mine à Cresson aux États-Unis, donc une mine d'or là. Donc, voilà, on va prendre en roche. Schématiquement, l'alluvionnaire, c'est qu'en fait, ce gisement, il a été érodé au fur et à mesure des temps géologiques et on a créé un nouveau gisement qui est constitué de grains dans lequel, effectivement, on a concentré l'or. Et en général, c'est ce que vous voyez d'exploitation dans des cours d'eau, dans des plaines alluviales, etc. L'alluvionnaire, sur toutes les mines métallifères. Pareil, les chiffres sur l'or diffèrent. Donc, j'ai pas confiance. Mais en tous les cas, l'un des chiffres dans lequel j'ai confiance, c'est ce chiffre-là, on pense que toutes les mines métallifères dans le monde, c'est 5% de la production de métaux. Vous voyez, c'est quand même plus du primaire. Voilà. Alors, je vous dis tous métaux, hein. Voilà. Mais bon, l'or, c'est quand même l'un des métaux qui se concentre le mieux en alluvionnaire. Donc, ce chiffre ne doit pas être loin de celui de l'or. Donc, dans notre tête, à nous, au sein de Systext, pour nous, le plus gros de l'exploitation minière mondiale, dans l'or, c'est du primaire. Donc, c'est en roche. Les 10 sites que je vous ai montrés, là, tout à l'heure, c'est tout du primaire. C'est tout du primaire. C'est tout de la roche. C'est pas de l'alluvionnaire. Ensuite, il y a un deuxième critère, sur lequel on confond tout le temps, on ne sait plus mine à ciel ouvert ou mine souterraine.
Donc, les mines à ciel ouvert ou les mines souterraines, en l'occurrence, la technique la plus utilisée, c'est bien l'exploitation à ciel ouvert. Donc là, je vous sors des chiffres de 2021. Ça, c'est une publication de McKinsey. Pareil, j'ai pas de chiffres pour l'or dédié, mais en tous les cas, j'ai confiance dans ces chiffres. 57% des sites miniers dans le monde, qui représentent 88% de la masse du minerai produite, c'est du ciel ouvert. Donc c'est sûr qu'on va plutôt regarder, on va dire, on est plutôt sur des mines primaires et on est plutôt sur des mines à ciel ouvert. Pareil, les 10 gisements dont je vous ai parlé, les 10 plus grandes mines, c'est tout du ciel ouvert. Rien en souterrain. Et ensuite, en fonction des moyens techniques et humains, on va être soit sur de l'industriel, donc avec une forte mécanisation, une main-d'œuvre plutôt réduite, ou sur de la petite échelle. Et à l'intérieur de la petite échelle, vous avez la mine qui est peu mécanisée, vous avez des mines qui sont très peu mécanisées, et puis vous pouvez aller avec le distinguo légal et illégal. Mais toutes les mines à petite échelle ne sont bien sûr pas illégales, et toutes les mines à petite échelle ne sont pas avec des garimperos qui ont un couteau entre les dents. Bien sûr que non, j'ai visité plein de mines à petite échelle d'or, il n'y a absolument pas de problème d'illégalité, les titres miniers sont conformes, les exploitations sont légales. Hein. Mais pareil, ne se confondons pas la petite échelle et l'illégal, clairement. Donc voilà. Et effectivement, ce que dit la Banque mondiale, c'est que ce qu'on observe, et en particulier dans le domaine de l'or, c'est que les exploitations sont de plus en plus grandes, parce que c'est permis, notamment par quoi? Par le fait qu'on ait des gains de mécanisation, on va de plus en plus vite, on a des machines de plus en plus grosses, donc aujourd'hui on est capable de faire du plus gros, et c'est pour ça qu'on est plutôt sur du primaire, ciel ouvert, industriel, quoi, en méga industriel. Donc ça, c'est un peu les tendances sur l'exploitation. Alors ce schéma, je peux pas trop vous le détailler, puis malheureusement on le voit pas très bien, mais en fait ça vous montre les différentes voies de traitement du minerai. Donc là, je continue à parler uniquement en industriel, hein, puisque comme je vous l'ai dit, au sein de Systex, on considère que c'est quand même la principale partie. Je vous l'ai pas redit le chiffre, mais il était juste derrière. Hein. Pourquoi nous, on travaille beaucoup sur l'industriel? Bon, c'est 88% des métaux produits dans le monde, hein, c'est 80% du charbon mondial, c'est 63% des métaux industriels. Donc, des minéraux industriels. Donc, ce qui fait que nous, on polarise sur ce qui est la plus grande production. La plus grande production. Dans l'or, c'est 80%. 80% de l'or mondial vient des mines industrielles. C'est pour ça que mon discours se polarise beaucoup sur les mines industrielles, puisqu'on va s'attacher à regarder 80% de la production mondiale. Et donc, effectivement, sur ce schéma, vous avez les différentes voies. Donc ça, en haut, vous avez le minerai. Vous pouvez avoir différentes voies. Donc, je ne vais pas les détailler ici. En fonction des caractéristiques, hein, or libre, or lié, est-ce que c'est des minéraux qui sont complexes, qui sont pas complexes, le type de gisement, la roche qui est autour, etc. Donc ça va faire une combinaison. Et vous voyez que la cyanuration dont on parle tant n'est qu'une étape. Et ça va être très important pour la suite. Ce n'est qu'une étape, et c'est une étape d'extraction. Vous vous souvenez, il faut séparer les atomes d'intérêt, cette partie-là. La cyanuration, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une petite étape. Donc souvent, on a l'impression que tout le traitement du minerai d'or repose sur la cyanuration, mais en fait, c'est très faux en général. Il faut avoir beaucoup d'étapes avant et beaucoup d'étapes après, avant, voyez, pour pouvoir avoir un schéma de traitement complet, quoi. C'est pas du tout exclusif. Et donc, pareil, sur la cyanuration, on en avait beaucoup parlé avec toi, Sacha. Il y a souvent une espèce de mythologie autour du mercure et du cyanure, hein, en disant en fait on a développé le cyanure, hein, c'est même pas une mythologie qui est arrivée jusque les bancs de l'Assemblée nationale, parce que comme je le dis souvent, François de Rugy, à l'époque ministre de l'Environnement, avait expliqué lors d'une audition à l'Assemblée nationale, quand il y avait, vous savez, le gros débat sur le gisement Montagne d'Or en Guyane, il avait expliqué en fait que si on avait fait développer des méthodes de cyanuration, c'était pour résoudre les problèmes, notamment sanitaires et environnementaux, qui étaient liés à l'utilisation du mercure. C'est complet. Non. Vous voyez, ça là, hop, on voit pas la date, je l'ai pas retenue par cœur, mais si elle est là, attendez. 1900. C'est une usine de cyanuration, 1900. C'est une usine de cyanuration dans le Witwatersrand. Donc pas du tout. Vous vous souvenez le schéma tout à l'heure que je vous ai montré avec l'or libre et l'or lié? L'or libre ne peut être traité par amalgamation. L'or lié ne peut pas être traité par amalgamation. Quand on est arrivé dans les années 1870, 80 et qu'il y avait un engouement majeur pour l'or, on est en plein développement du Witwatersrand, c'est-à-dire qu'on est en plein du boom minier de l'Afrique du Sud, et bien on commence à arriver en profondeur avec des gisements qui sont complexes. Et donc on traite avec le mercure, mais ça marche plus. On appelle des chimistes qui nous aident. Alors, ils nous avaient d'abord aidé avec une autre méthode, la chloration, hein, qui continue à être utilisée notamment pour les platinoïdes, c'est-à-dire qu'on va utiliser des eaux chlorées pour traiter le minerai.
Et en fait, ça marchait pas très bien non plus. On était sur des taux de récupération qui étaient autour de 55-60%. C'était vraiment décevant. Donc, on a appelé les chimistes. Les chimistes sont venus à la rescousse. Ils ont dit, on a trouvé la substance, les cyanures. Donc, on a commencé à développer la cyanuration en 1890. Et n'en déplaise à notre ex-ministre de l'Environnement, ça n'a rien à voir avec des considérations écologiques. C'est tout à fait économique, hein. Ça n'a absolument rien de philanthropique. Et donc actuellement, grâce au cyanure, vous pouvez avoir des taux de récupération qui sont élevés. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer jusqu'à 95% de l'or et vous pouvez descendre sur des teneurs très très faibles. C'est-à-dire des teneurs qui vont autour de 0,2 grammes par tonne. On peut arriver à récupérer ça encore. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant économiquement. Voilà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est comme je vous disais, je vais pas vous expliquer tout le concept parce que c'est long, hein, un processus de cyanuration. Mais en gros, une fois que vous avez donc extrait votre minerai, vous l'avez traité, enfin pré-traité, mais éventuellement broyé ou autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'isoler l'or. Hein. Comme je vous disais, il va falloir parfois aller chercher les atomes. Souvent dans leur lit, on va devoir chercher de l'atome. Donc c'est le cyanure en fait qu'on va mettre pour séparer ça. En fait, on va créer ce qu'on appelle des complexes socio-oro-cyanurés. En gros, schématiquement, le cyanure va se coller. C'est très schématique, mais ça vous donne l'idée aux atomes d'or. Ça va faire un complexe. Et ce complexe-là, on va le récupérer dans des eaux. Et à la fin, on va obtenir l'or final. Voilà. 80% de l'or mondial est traité par cyanuration. Donc, c'est pas un petit chiffre, quoi. Et donc, l'un des développements assez récents et qui se développe de plus en plus, c'est la lixiviation en tas. Donc en fait, on s'est dit, bon, schématiquement, si vous voulez, d'habitude, on faisait ce qu'on vous l'avez vu tout à l'heure, sur des cuves, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lixiviation statique. C'est-à-dire, on met le minerai, on met le cyanure, on touille, et le cyanure et l'or vont se coller, schématiquement. Et on s'est dit, on va, pour les gisements à faible teneur, où on a des gros tonnages, c'est-à-dire on a des très très gros cycles, mais avec plein de petites particules dispersées, et on ne sait pas trop comment faire. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire de la lixiviation en tas. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la roche, on fait des tas, donc on fait l'inverse, hein. Ce que vous avez enlevé du trou, vous en faites des montagnes à côté, et vous faites percoler du cyanure, des eaux cyanurées dessus, comme des arroseurs agricoles. Vous voyez ? Du coup, ça va, cette lixiviation en tas, vous avez ici un diagramme que Systext a fait en 2021, vous voyez, elle augmente. Ça, c'est pour l'or, ça, c'est pour le cuivre et ça, c'est pour l'uranium. Et en fait, cette méthode, elle l'augmente et elle a des impacts majeurs. Alors déjà, vous voyez un arroseur agricole avec des eaux cyanurées? Vous le mettriez dans votre jardin, vous? Nous, on met ça dans la nature. Alors, on va me dire, oui, mais vous exagérez, Madame Stéphane, parce qu'en fait, non, on met pas d'arroseur agricole. On met en fait des petits fils qui longent le dépôt, puis ça fait du goutte à goutte. Comme sous les... Vous savez, maintenant, ils ont fait ça de plus en plus pour économiser l'eau. Bon, alors certes, alors déjà les arroseurs agricoles ils continuent parce qu'il y a des cas où en fait on met pas les petits fils, on s'embête pas et on continue et d'ailleurs ça fait des jets d'eau cyanurée pour lesquels les riverains se plaignent parce que parfois ils ont des nuages d'eau cyanurée qui se décalent. Donc ça c'est une réalité. Donc effectivement de plus en plus on fait ça, mais il n'empêche qu'on a des montagnes qui sont dans lesquelles on va faire percoler. Quand je dis des montagnes, c'est des dépôts qui peuvent aller jusqu'à 300-400 mètres de haut. La Tour Eiffel c'est 300 mètres. Donc c'est vraiment des monstres de roches sur lesquels on fait percoler des eaux cyanurées. Vous n'avez une incapacité totale à gérer les effluents, les écoulements qui sont liés à ça. C'est normal. Je veux dire, faut pas imaginer des miracles. On fait ce qu'on peut hein, dans le domaine industriel. Hein. On fait pas de miracles encore. On fait déjà des petits miracles. Donc ça, c'est déjà une première problématique qui est liée à la question aurifère. Et donc globalement, ce qu'il faut retenir, et c'est valable pour tous les métaux, mais c'est particulièrement valable pour l'or, et pour l'argent et pour les platines, mais c'est vraiment particulièrement valable pour l'or, c'est qu'on va créer des quantités énormes de déchets. Vous l'avez compris, si vous avez 1 tonne et que vous avez, allez, bonne teneur, 5 grammes par tonne, si vous prenez 1 tonne de roche, que vous la sortez, que vous la traitez, que vous la cyanurez, que vous enlevez 5 grammes, il vous reste 1 tonne. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est sûr et c'est certain. C'est pour ça qu'on va générer des quantités impressionnantes de déchets, donc 2 grands domaines, soit les stériles, c'est-à-dire au moment où vous extrayez le minerai, vous commencez déjà à traiter le minerai qui va partir à l'usine et le minerai qui vous intéresse pas. C'est le monde des stériles, c'est-à-dire les matériaux qui ne sont pas suffisamment minéralisés pour partir à l'usine à être traités. Et vous avez le monde des résidus qui sont liés à tous les déchets qui vont suivre les étapes que je vous ai montrées. La concentration et l'extraction. Et autre problème majeur que nous avons, il faut que je comprenne qu'il faut que j'appuie dans cet sens-là, mais je pense qu'à la fin de la présentation, j'aurai compris, je pense.
Et autre problème majeur qui est très souvent sous-estimé, vous vous souvenez, la roue que je vous montrais tout à l'heure avec tous les éléments associés, on parlait de mercure, d'arsenic, etc., de plomb, de zinc, de cuivre, d'antimoine et que sais-je encore. Et bien en fait, une fois que vous avez fait des trous, que vous traitez, que vous creusez soit en souterrain, soit en ciel ouvert, il y a de l'eau. Vous ne pouvez pas empêcher. L'eau était avant. Elle était là avant. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez créer des vides sur lesquels on va faire circuler de l'eau. Donc vide. Par exemple, ici, vous avez une mine à ciel ouvert. Hein, vous voyez, l'eau, elle remonte, elle se remet à son équilibre. Là, vous allez en fait créer des vides qui soient en souterrain ou en ciel ouvert, où l'eau va circuler. Avant, l'eau était là, mais l'eau n'était pas en contact avec qui? Avec l'oxygène. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez fini de creuser, que vous avez exploité, vous allez créer des circulations d'eau qui vont lécher, si vous voulez, les parements qui contiennent de l'arsenic, du plomb, du zinc, etc. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec des jus, alors souvent, qui est assez associé à l'or, c'est les jus acides, mais il y a aussi des jus salins ou des jus neutres contaminés, enfin, vous en avez plusieurs, des drainages miniers. Et donc, du coup, ça va circuler. Et alors après, ça c'est incontrôlable, hein, des mines, enfin des nappes qui se développent, donc on appelle ça un aquifère minier, qui se développent et qui sont en interaction avec d'autres nappes, c'est complètement incontrôlable. Les pollutions sont majeures, ce sont des pollutions diffuses. Donc ça c'est un gros problème qui est lié à la mine. Alors toutes les mines, mais la mine d'or en fait partie. Et du coup, effectivement, alors, comme je vous disais, tout ce que je vous dis concerne souvent tous les métaux, mais ce qui différencie clairement l'or des autres filières, c'est le fait qu'on les traite au cyanure. C'est la grande différence. Hein. On utilise aussi du cyanure de sodium dans d'autres industries métalliques, mais je ne détaillerai pas ici, c'est plus à la marge. En tous les cas, la grande différence, c'est celui-là. Hein. On estime que chaque année, 1 milliard de tonnes de minerais est traité par cyanuration. C'est la plus grande quantité de matière qui est chimiquement traitée à l'échelle internationale, tout secteur industriel confondu. Donc c'est gigantesque. Et vous avez de multiples risques technologiques, que je ne détaillerai pas ici, mais pour lesquels on pourrait rentrer dans le détail, qui sont liés à l'utilisation de cyanure. Ça, on est bien d'accord. Donc, c'est vrai que c'est une particularité de l'or par rapport aux autres industries. Et du coup, ce qui va poser un problème, c'est que vous voyez ici, vous avez des grands dépôts de résidus de mines d'or en haut au Nevada, en dessous au Suriname. Donc ce sont des grandes surfaces. Faut vous imaginer, il faut stocker des millions, des centaines de millions, voire des milliards de tonnes. On parlait 1 milliard de tonnes par an. Donc c'est des quantités qui sont gigantesques. Vous pouvez même pas vous rendre compte des ordres de grandeur. Ça, c'est des photos aériennes. Voilà, vous allez sur Google Earth si vous voulez voir. Et donc, du coup, forcément, il y a une partie des déchets et de tous ces résidus qui, effectivement, eux, ne contiennent pas de cyanure, mais vous en avez une grande quantité qui contient des cyanures. Alors, pareil, je pourrais rentrer dans le détail parce que Systex s'est intéressé à des méthodes qui sont dites d'atténuation naturelle pour limiter les concentrations en cyanure, etc. Je vais pas rentrer dedans parce que ça, c'est un chapitre en soi sur les questions de toxicité de cyanure. S'il y a des questions là-dessus, je reviendrai naturellement vers vous. Mais en l'occurrence, ce sont des effluents qui sont assez problématiques. Et du coup, de façon... Vous avez vu, hein, ça rentre pas. Hein. C'est incroyable. Et l'or, alors l'or, il détient souvent la première place de plein de choses. Et dans les premières places qu'il tient, il tient notamment le fait il tient la pole position des substances qui menacent les forêts. Parce que forcément, hein, les mines, ils se développent en particulier en domaine forestier. On estime que, donc ça c'est des données de la Banque mondiale de 2019, 1/3 de la couverture forestière mondiale est menacée par les mines. 1/3, je le répète, comme ça on l'a tous entendu ce matin, 1/3 de la couverture forestière mondiale est menacée par des mines. Et à l'intérieur de toutes ces grandes mines qui se développent, 1/3, du coup, 1/3 de ces mines qui menacent l'espace forestier, c'est uniquement pour de l'or. Toutes substances confondues, sachant que là-dedans, ils incluent le charbon, l'uranium, le fer, le cuivre, le cobalt, enfin bon. Donc vraiment, il tient une pole position. On estime ainsi que 47% des mines d'or, donc à peu près la moitié, se situent en milieu forestier. Et on estime également que 47% donc des MFA, hein, c'est-à-dire les mines à grande échelle qui sont en système forestier, enfin en milieu forestier, sont dans des forêts à forte valeur écologique. Donc il y a un risque majeur à la fois pour la forêt, le monde forestier, mais aussi pour les écosystèmes privilégiés au sein de ces milieux forestiers. Et ici,
La Banque mondiale, en fait, vous liste aussi toutes sortes d'impacts auxquels on pense pas, parce que là, je vous ai parlé des effluents, je vous ai parlé des contaminations d'eau souterraine, d'eau de surface, des pollutions de sol, des déchets, des emprises de déchets. Mais alors, il y a pléthore d'impacts et souvent, on oublie les impacts indirects, en particulier quand on évolue dans des systèmes à haute valeur écologique, notamment, par exemple, toutes les problématiques de pollution diffuse, hein, parce que c'est-à-dire que ça va s'étaler parfois sur des centaines de kilomètres. Les problématiques qui sont liées à ce qu'on appelle les couloirs d'accès, c'est-à-dire qu'en fait, on va fragmenter les habitats, on va couper, on va créer des routes. Vous avez l'effet boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, parce qu'on va accéder pour la mine, on va permettre à d'autres activités d'accéder. Du coup, on va démultiplier les effets sur des milieux ou des écosystèmes qui jusqu'alors étaient préservés, etc., etc. Sans compter les problématiques de perturbation de la faune, hein, bruit, lumière, poussière, etc., qui du coup conduisent souvent au fait que les espèces quittent les milieux, voire en fait en les quittant ne retrouvent pas d'équivalent en termes d'habitat et du coup se retrouvent en perdition, voire carrément en disparition. Voilà. Du coup, je vois le temps qui file, donc je voudrais pas prendre plus que 3-4 minutes de retard, donc c'est pour ça que je vais passer assez vite. Mais éventuellement, du coup, je vous incite à aller sur le site internet de notre association, donc systex.org, hein, www.systex. Alors, Systex, c'est imprononçable, on le sait, mais maintenant on peut plus changer, tout le monde nous appelle comme ça. Donc c'est SYSTEXT. Vous avez vu le logo tout à l'heure, je le remettrai en fin de. Vous aurez le site, l'adresse du site à la fin de la présentation. Et il y a un rapport qui s'appelle Controverse minière, et dans lequel vous allez avoir tous les cas que je vous décris qui sont détaillés. Vous avez par exemple la mine de Cadia en Australie. Dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, elle était parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux d'or. En fait, c'est une mine d'or-cuivre, hein, c'est pas une mine que d'or, comme on disait, hein, c'est souvent des associations. Et en fait, ils ont une technique d'exploitation en souterrain qui crée des effondrements. Alors, vous le verrez pas ici, mais les effondrements font plus d'1 kilomètre de diamètre et on pense qu'à la fin, ils font probablement autant de profondeur. Donc, je vous imaginez pas les impacts que ça peut avoir. C'est-à-dire que vous avez aussi les techniques d'exploitation en souterrain qui, de plus en plus, sont dévastatrices. Parce que ce sont des techniques, je cite, révolutionnaires. C'est façon d'exploiter. Je cite les presses minières. Ça, c'est l'un des plus gros producteurs hors cuivre au monde, c'est Grasberg en Indonésie. Les résidus que je vous montrais tout à l'heure dans des parcs, à Grasberg, il a été fait un choix en accord avec les autorités indonésiennes de déverser les déchets directement dans les cours d'eau. Il y a 87 millions de tonnes moyennes qui sont déversées dans cette rivière que vous voyez. Vous voyez le gris là? Tout ça, c'est du déchet minier. C'est pourri en métaux. Les mêmes métaux qui étaient dans le gisement, hein. J'ai rien inventé, hein. L'arsenic, le cuivre, c'est les mêmes, hein. On estime qu'il y a près de 200 km² qui sont recouverts d'à peu près entre 10 et 20 mètres, on ne sait plus maintenant, de résidus miniers. C'est-à-dire que ça part de 4000 mètres d'altitude. On n'a pas d'équivalent en France. De pic à 4000 mètres, on n'a pas d'équivalent. On monte pas à 4000 mètres si on monte à 4000 mètres? Non, on monte pas à 4000 mètres. Donc on n'a même pas aussi haut chez nous et ça va jusqu'à la mer. Si vous voulez, c'est déversé depuis le haut de la montagne. Méthode de gestion des résidus. Et vous voyez ici la citation en anglais, c'est que ça va parce que les audits, hein, on dit que c'était la meilleure façon de gérer les résidus. Donc si c'est les audits qui le disent, que voulez-vous que je fasse? Autre cas, vous êtes ici, alors pareil, on voit pas très bien, mais vous voyez les carrés là, tic, tic, tic. Vous voyez les trucs blancs là, blanc, orange et machin, tout ça c'est des dépôts de résidus anciens. Donc vous êtes en plein Johannesburg, vous êtes au cœur du fameux Witwatersrand qui a été exploité et qui continue d'ailleurs à être exploité. Là, la surface des déchets, vous voyez, la ville elle est là, hein. Moi j'y suis allée, vous voyez le petit rond là, c'est le Soccer City Stadium, vous savez, c'est le stade qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde. 90 000 personnes je crois qui peuvent accueillir. Vous voyez la taille par rapport au dépôt minier, le petit rond par rapport au reste. On estime que dans Johannesburg, il y a près de 400 km² de déchets miniers qui sont dans la ville. Voilà, qui sont dans la ville et en bordure de la ville. 6 milliards de tonnes. Bon, essayez pas de voir ce que ça fait 6 milliards de tonnes. Moi, j'y arrive pas, personne n'y arrive, on sait pas, c'est trop gros. De toute façon, on a déjà dépassé les ordres de grandeur supportables. Et il y a énormément de drainage. Donc là, cette fois-ci, c'est plus les eaux qui rentrent dans les vides, c'est quoi? C'est les eaux qui percolent sur les dépôts et qui rentrent à l'intérieur de la nappe, hein, donc des aquifères naturels, ce qui fait en fait que l'eau de Johannesburg n'est pas potable. Et donc en général, on va la chercher au Lesotho, à 380 km de là. Donc, il faut vous donner un peu les ordres de grandeur. Et puis, dans les cas majeurs, alors on en parle beaucoup, mais vous voyez, j'ai voulu insister sur tous les autres phénomènes qui sont liés à des pollutions majeures et qui sont même beaucoup plus fréquentes que ceux dont on entend en général parler. C'est les ruptures de digues, c'est-à-dire que les stockages que je vous montrais finissent par rompre. On en a eu un très connu en Europe en 2000, qui est la mine de Baia Mare en Roumanie. Il y a 300 000 mètres cubes d'effluents
cyanuré, en fait, le dépôt sur lequel ils mettaient leurs résidus, à un moment donné, a rompu. Si vous voulez, la structure qui devait retenir ces déchets-là a rompu. Et on a eu 300 000 mètres cubes d'effluents cyanurés qui sont partis, qui ont rejoint, en fait, donc c'était la Tisza, puis après, ça a rejoint le Danube, ça a traversé, alors là, vous le voyez pas forcément, mais en fait, ça a traversé toute une partie de l'Europe, ici. Et donc, en l'occurrence, ça a été la pire catastrophe en Roumanie. Les ruptures de digues, comme ça, il s'en produit 4 à 5 par an, majeures. Et on vous donne pas la peine. Alors là, effectivement, c'était particulièrement grave. Déjà parce que c'était en Europe, donc comme les Européens, c'est toujours plus grave que les autres. Et puis aussi parce que c'était des effluents cyanurés très riches en cyanure. Donc en fait, toute la vie est morte sur le passage de la vague, en fait. Tous les animaux sont morts. Mais des ruptures de digues de ce type-là, donc de ce type, hein, il y en a 4 à 5 majeures qui se produisent par an. Il y en a une le 11 septembre 2022 en Afrique du Sud. Une ancienne mine de diamants, ça a pété le 11 septembre 2022. C'était il y a quoi? 15 jours? Un mois? Non, c'était il y a un mois. Donc, au niveau... Alors, nous, ce qu'on fait au sein de Systext, c'est qu'on veut identifier les leviers majeurs. Parce que vous voyez les enjeux. Il y a 400 sites miniers dans le monde, les enjeux sont énormes, donc on essaye d'identifier les leviers majeurs. En priorité, parce que là, je vous ai pas parlé ni des impacts humains, je vous ai épargné pour ce matin, ni des impacts sanitaires, ni des impacts sociaux, ni des impacts politiques. Hein. Je fais l'impasse sur tous ces impacts-là, pour lesquels je pourrais vous faire une présentation tout aussi longue. Donc, à Systext, on s'est dit, sur le point de vue environnemental, qu'est-ce qu'on peut faire en priorité? Qu'est-ce qu'on peut faire en priorité au regard de tous ces impacts-là? En priorité, nous, on recommande 3 interdictions. C'est-à-dire les techniques qui sont les plus graves. C'est-à-dire celles qui vont nécessairement poser de problèmes et probablement des impacts très graves. Parmi lesquelles, la cyanuration. On ne peut pas faire de la cyanuration et ça se passe bien. Ce n'est pas vrai. C'est un leurre. Pareil, pendant la question des questions-réponses, je peux vous en parler pendant des heures. La question des déversements volontaires, ce que je vous ai montré dans le cas de Grasse Verte, c'est-à-dire interdiction de déverser des résidus dans des masses d'eau, que ce soit des cours d'eau, des mers, voilà. Et troisième chose, c'est interdiction de la lixiviation en tas. J'ai pas pu détailler toutes les problématiques qui sont liées à la lixiviation en tas, mais je pense que vous l'avez perçu quand je vous en ai fait la présentation. Si on dit ça, à partir du moment où je vous dis il faut interdire ça, la cyanuration, la lixiviation en tas et le déversement, qui sont on est d'accord, c'est 3 techniques qui sont terribles, hein, ça veut dire arrêt de l'activité minière aurifère industrielle. Arrêt de l'activité minière aurifère industrielle. Donc on l'assume jusqu'au bout, hein, soyons cohérents. Donc à Systext, en fait, on prône l'arrêt de l'activité minière industrielle de l'or. Industrielle. La question, il y a un deuxième enjeu sur lequel on s'est penché de plus en plus, c'est tout ce qui est meilleure pratique. C'est-à-dire les gens vous disent, ouais, mais nous on a des normes, on a des chartes, on a des bonnes pratiques, maintenant on fait de la mine verte, etc. Donc Systext a beaucoup travaillé là-dessus. Actuellement, le niveau, c'est 0. C'est une catastrophe. Les normes internationales, le Code international des cyanures, vous pouvez me sortir après tout ce que vous voulez, je pense qu'on les a étudiés. C'est une catastrophe. Donc on ne peut pas compter là-dessus. Donc il faut modifier notre approche de l'exploitation et en particulier dans le domaine de l'or. Et bien sûr, parce qu'il n'y aura pas d'autres moyens, il faut définir des no-go zones. Vous vous souvenez ce que je vous ai raconté sur les milieux forestiers précédemment, c'est-à-dire des zones, donc ça c'est soutenu par un certain nombre d'auteurs, et puis de plus en plus maintenant à l'international, il y a des chercheurs qui sont spécialisés en écologie et qui proposent la mise en place de no-go zones pour la mine. Donc no-go zones, hein, c'est des zones où on ne va pas, parce qu'elles ont un intérêt faunistique, floristique, ou les deux, ou écosystémique qui est tel qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas exploiter, parce que ça va nécessairement être grave. Et donc, en l'occurrence, ça, c'est de plus en plus audible et de plus en plus les gens entendent cette possibilité-là. Et une réduction drastique, donc là, c'est côté mine, côté usage, le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, hein, c'est de réduire drastiquement l'utilisation de l'or. Vous l'avez vu tout à l'heure, on disait il y a 8% seulement qui sont dans les usages industriels. En 2021, on recyclait 3,5 fois les usages industriels, 3,48. Chiffre de 2021, de 2022 du World Gold Council de 2021. Donc on recycle 3,48 fois plus d'or que ce dont on a besoin pour les usages industriels. Donc ça veut dire qu'on a une capacité, si vous voulez, en termes de recyclage et de valorisation du recyclage qui est extrêmement importante. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. L'exploitation minière, elle est en train de se complexifier. Les impacts augmentent. Ils augmentent parce que les gisements sont de plus en plus profonds, les teneurs diminuent de façon drastique, les gisements sont de plus en plus complexes, il faut avoir des usines qui sont de plus en plus sophistiquées. C'est intrinsèque. Ce que je vous ai montré là, je vous ai pas montré des choses extraordinaires, je vous ai juste montré le fonctionnement normal.
C'est un fonctionnement normal. C'est des mines en exploitation dans des pays développés. Je vous ai pas montré une mine, je ne sais trop quoi où, je ne sais plus où. Donc, c'est-à-dire ça, c'est un fonctionnement normal. Et tout ce que vous disent tous les observateurs internationaux sur la mine, c'est que les impacts augmentent. Et ils augmentent de façon exponentielle. Ils augmentent pas de façon linéaire. Hein. Ça va être exponentiel en besoin d'énergie, en besoin en eau, en besoin en surface, etc. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez le prendre par tous les côtés. Hein. Moi, avec Systex, on l'a essayé. On l'a pris par un bout, par un autre, en diagonale, en travers. Ça ne marche pas. Le seul et unique moyen, c'est la réduction drastique dans tous les métaux et en particulier dans le domaine de l'or. L'or ne doit pas faire exception. L'avantage qu'on a sur l'or, énorme avantage que les autres filières, que beaucoup d'autres filières n'ont pas, c'est qu'il se recycle parfaitement bien, qu'il y a une très grande quantité qui est disponible, c'est-à-dire qu'on a exploité beaucoup d'or actuellement, donc il y a un stock qui est majeur. Et l'énorme avantage aussi, c'est que ce sont des filières qui sont bien mises en place, c'est-à-dire que ce sont des filières qui sont éprouvées, qui sont matures. Contrairement à des filières sur lesquelles vous avez zéro. Par exemple, il y a zéro recyclage d'indium. On ne sait pas faire dans le monde. Voilà, donc, il y a zéro. Taux de recyclage, zéro. Donc, l'avantage de cette filière-là, c'est qu'elle nous ouvre les portes sur le recyclage. Donc, on n'a aucune bonne raison pour utiliser de l'or primaire. Il y en a zéro. Voilà, c'est zéro. Comme ça, je ne vais pas vous dire 0,1. C'est zéro bonne raison de prendre de l'or primaire. Forcément de l'or recyclé. Encore une fois, au regard des impacts industriels, parce que je n'ai pas rentré dans les problématiques qui sont liées à la petite échelle, compte tenu des ordres de grandeur que je vous ai donnés précédemment. Voilà. Merci pour votre attention. Bravo.